Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le studio Orange des Sommets du Digital. Je rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag SOMDIG18TV, SOMDIG18TV. J'ai le plaisir d'être en plateau avec Stéphane Mallard. Stéphane, tu es Digital Evangelist chez Blue Age et le poil à gratter des grands groupes sur l'IA. Koen Vermeulen, DSI chez Orange, et Moujane Asghari, Women in AA, tu vas nous en parler. Première question, c'est... L'IA, c'est un terme qui devient galvaudé, on l'emploie à toutes les sauces. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on reconnaît ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle? Stéphane, à toi l'honneur. Alors déjà c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de définition officielle de l'intelligence artificielle. Comme c'est un concept scientifique, vous trouverez 15 personnes avec des définitions, des approches, des périmètres différents. En tout cas, on considère aujourd'hui que ce sont des algorithmes qui apprennent, qui sont de moins en moins programmés mais entraînés, qui s'inspirent de l'organisation et du fonctionnement du cerveau pour réaliser des tâches qu'on considère relever de l'intelligence humaine. Par exemple, reconnaître ce qu'il y a dans notre environnement, manipuler le langage, apprendre à atteindre des objectifs, etc. Le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la définition de l'intelligence. C'est qu'à chaque fois qu'une machine réalise une tâche qu'on pense relever de l'intelligence, on dit la machine l'a fait, donc c'est pas de l'intelligence artificielle. Le concept est flou, en tout cas, ça marche et on est en train de vivre une vraie révolution sur ce sujet. Koen, d'accord sur cette définition? Tout à fait. Je pense l'élément, c'est pas la définition, c'est le fait que c'est en train de se passer à ce moment même. Hein. C'est pas de la science-fiction, c'est pas des trucs qu'on voit dans les films. C'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et la seule chose qu'on peut pas faire, c'est sous-estimer la vitesse avec laquelle ça va. Ça va évoluer tellement vite et de plus en plus vite. Si on sous-estime la vitesse, on dit bon, c'est pour demain, ça passera mal. Moujane, quelle différence entre l'intelligence artificielle et un algorithme? En fait, l'intelligence artificielle utilise certains algorithmes. Donc, à la base, en fait, ce sont les algorithmes qui sont alimentés, qui sont créés et, en utilisant les databases, les bases de données, qui créent en fait certaines utilisations. Donc, ce sont les algorithmes, ce sont les bases en fait de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, comme Stéphane a dit, on a des différentes définitions pour l'intelligence artificielle. On dit en fait que ça serait l'électricité de demain. Pourquoi? Parce que avant on disait que l'électricité c'est quelque chose de très innovant, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Et aujourd'hui, AI en fait ça devient plus en plus dans les différents métiers qu'on pense. Dans le futur, en fait, ça sera en fait la réalisation de science-fiction. Donc, au fur et à mesure du temps, on ne se rend compte pas en fait qu'est-ce que c'est le passage de AI et donc ça peut être très varié. Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle c'est le hot topic du moment? Qu'est-ce qui nous attend avec l'IA et pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Alors c'est le hot topic tout simplement parce que ça marche et on a des vrais résultats depuis 2011-2012, notamment qui sortent des laboratoires de Google, un petit peu avant IBM. C'est des approches qui existent depuis les années 50 conceptuellement, mais aujourd'hui on a une grosse capacité de calcul, on a plein de données et surtout on a de la créativité dans les algorithmes. On mélange un petit peu les algorithmes qui existent depuis longtemps pour avoir de nouveaux résultats et on a de vrais résultats très impressionnants en termes de performance. C'est pour ça que c'est en train de décoller aujourd'hui et on n'a encore rien vu parce que ça va tout changer. On la date à quand la naissance de l'IA? 56. 56 Ah, c'est ça. Début des années 50, c'est effectivement la raison pour laquelle ça s'accélère maintenant, et pas maintenant, depuis 2012. Hein, c'est vraiment le moment, c'est parce que d'abord tu as la puissance de calcul, hein, ce qui est inévitable, parce que c'est quand même la base du fait que c'est pas uniquement faisable dans des conditions de laboratoire, mais dans des vraies conditions de tous les vies, de tous les jours. Pardon. Deuxième sujet, c'est qu'on a besoin des données, hein, ce qui est un sujet qu'on n'avait pas dans les... Alors, parce que ouais, ça amène à la question d'après. Les algorithmes n'apprennent pas, que ça apprend comme un enfant. Ouais. On a appris des choses par expérience. L'expérience, pour les algorithmes, c'est les data. Hein. Et les data, c'est inévitable pour le faire, d'où l'importance. Pour le moment. Stéphane, t'es pas d'accord, Stéphane n'est pas d'accord. Je suis d'accord jusqu'à présent avec le machine learning, le deep learning, le reinforcement learning, mais on a une nouvelle catégorie d'algorithmes qui arrive, dont on va beaucoup parler, c'est le bayésien. Ouais. Parce qu'on commence à avoir des vrais résultats là-dessus. Le bayésien, c'est comme un enfant. Vous lui montrez un objet. C'est quoi le bayésien? C'est des algorithmes qui fonctionnent avec des probabilités, qui se disent si je connais telle information, j'en déduis telle autre de manière plus probable. Et si vous voulez, le problème
problème qu'on a avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'il faut montrer des dizaines, voire des centaines de milliers de photos à un algorithme pour qu'il reconnaisse ce qu'il y a dessus, qu'on l'entraîne, qu'on le supervise. Un enfant, vous lui montrez un chat une fois, il sait le conceptualiser. Parce qu'on sait qu'on a des algorithmes bayésiens qui fonctionnent avec des probas dans le cerveau. Et ben, ces algorithmes se rapprochent de plus en plus. Donc aujourd'hui, oui, il faut beaucoup de données. Demain, ce sera beaucoup moins vrai. On conceptualisera des concepts dans les données avec très très peu de données. C'est déjà le cas, il y a déjà des gens qui travaillent sur l'IA qui arrivent à avoir des résultats avec de moins en moins de données. Absolument. Alors il y a un chercheur qui explose en ce moment à l'université de New York, c'est Brendan Lake, qui a publié un papier dans Science où justement il montre qu'on commence à avoir des résultats pas aussi bons mais proches du deep learning avec très très peu de données. Ça va être absolument révolutionnaire. Tu parlais du deep learning, du machine learning et d'un autre learning. Quelles sont les différences entre toutes ces... Alors, machine learning, pour faire simple, c'est on entraîne les algorithmes avec des données à faire des corrélations très simples. Deep learning, on fait la même chose avec des couches qu'on empile de complexité qui nous permettent de monter dans les niveaux d'abstraction des concepts. On définit par exemple les contours, les formes, les couleurs sur une photo et on repère qu'il y a un chat par exemple. Le reinforcement learning, c'est de l'entraînement pour atteindre des objectifs. Quand l'algorithme se rapproche, on le renforce. S'il s'en éloigne, on le punit. Et le bayésien, j'ai expliqué, c'est avec des probabilités. Lorsque vous connaissez certaines informations, vous affinez vos probabilités. Oui, il y a quand même une réalité qui est arrivée assez récemment aussi, une évolution qui fait que, voilà, effectivement, la base, c'est les données, mais par contre, maintenant, il y a des algorithmes qui apprennent aussi des autres ordinateurs. Hein. L'AlphaGo 0, qui a été ils apprennent tout seuls, complètement indépendamment de l'homme. Plus vite, et ils apprennent, pas de et voilà, sans même que l'homme soit informé qu'il est en train d'apprendre et de communiquer entre eux. Et en plus, il va mieux, il apprend mieux que les algorithmes qui l'ont appris. Alors du coup, c'est vraiment quelque chose. La question des data, peu importe l'algorithme qui est utilisé, se pose de moins en moins parce que dès qu'il y a un ordinateur ou un algorithme qui a appris quelque chose, si d'autres qui peuvent commencer à apprendre là-dessus, ça va de plus en plus vite. Et les résultats, c'est quand même juste spectaculaire sur Go. Je crois que c'est 72 heures pour arriver au même niveau. Ça a marqué une rupture, l'AlphaGo. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Go, d'abord, on apprend plusieurs choses à travers des jeux. Et la complexité de Go, c'était un peu c'était un peu l'exemple extrêmement compliqué. Hein. Le nombre de combinatoires, c'est 10 puissance 100 ou 170. J'ai vu plein de choses, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est énorme. Hein, je ne peux pas prévoir. C'était déjà un événement majeur, je crois que c'est en 2016, qu'ils ont battu à travers l'algorithme le champion du monde. Et maintenant, on a franchi une autre étape quand même très structurante où, de nouveau, DeepMind, qui a réalisé l'algorithme, qui apprend de cet ordinateur-là dans un délai extrêmement court. C'est quand même très structurant, de nouveau, dans une étape de l'IA. Et tout ça se passe sur quoi ? 2 ans, même pas. Hein, j'ai lu dans un article que AlphaGo avait donné une leçon de créativité à l'homme. Est-ce que tu es d'accord et pourquoi ? Absolument. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs en intelligence artificielle et les spécialistes du Go ne comprenaient pas pourquoi AlphaGo jouait certains pions plutôt que tel autre. Ils se sont dit, mais c'est débile, il a joué tel pion, il va perdre. Oui, Après analyse, ils se sont rendus compte que c'était les moves déterminants pour gagner. Il a découvert une manière plus intelligente de jouer au Go que tous les spécialistes du Go depuis 2500 ans ne connaissaient pas, qui n'étaient pas dans les traités stratégiques. Et pourquoi ? Parce qu'il a jeté des hypothèses aléatoires dans les données, qu'il a testé la valeur de ces hypothèses et qu'il s'est rendu compte que c'était ce qui allait être plus intelligent pour gagner. Alors, est-ce que, Moujane, tu pourrais nous parler de Women in AI ? Qu'est-ce que vous faites chez Women in AI ? Oui. Et qu'est-ce que c'est ? Oui, alors Women in AI, c'est une communauté des femmes dans l'intelligence artificielle. On est une communauté internationale. Aujourd'hui, on a 2000 membres partout dans le monde, dans plus que 30 pays. Et notre but, c'est d'éliminer éliminer l'imparité femmes-hommes dans ce domaine parce qu'on voit une grosse imparité dans ce domaine. Et donc, nous, ce qu'on fait, on a plusieurs actions. On a des événements et on essaye, en fait, nous essayons de mettre en avant les femmes dans ce domaine pour créer le rôle modèle. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui, pourquoi on n'a pas assez de femmes, c'est parce que les jeunes filles, elles choisissent pas le métier de l'ingénieur, de sciences, de tech, parce qu'elles n'envisagent pas... oui, c'est très, très masculin, ce domaine. Et nous, avec créer justement le rôle modèle, on essaie de leur montrer que voilà, c'est possible, vous avez des choix, vous avez des options. Donc ça, c'est des événements. On a aussi le programme d'éducation pour les jeunes filles avant en fait qu'elles fassent leur orientation d'école. Parce que c'est très important, c'est le moment qu'on a le plus diminution. La plus diminution des filles qu'elles entrent dans ce métier.
Est-ce que vous le constatez, Koen, Stéphane, on manque cruellement de femmes en intelligence artificielle dans ces milieux-là? Je dirais même pas que dans l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un défi global au niveau de l'Europe. Mais dans l'IA particulièrement, chez Orange, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? Pas plus sur l'IA que sur l'autre. C'est un problème plus structurel. C'est sur l'IT, l'informatique en général. Et quand on compare avec l'Inde, où on a quand même 50% des femmes, on a un désavantage structurel en Europe, parce que c'est quand même de là que vient toute la croissance, toute la révolution industrielle. C'est là que ça se passe, autour du tech. Et quand un déficit il n'y a aucune raison pour laquelle on n'est pas à 50%. Quand on a un déficit en termes de femmes dans ces métiers-là, on a un déficit structurel stratégique, politique sur le nombre de femmes dans cette relais de croissance qui est quand même énorme pour les pays. Et je pense que c'est un enjeu sérieux sur lequel on essaie de stimuler aussi, de travailler depuis l'âge très jeune, déjà l'intérêt pour la technologie, démystifier que c'est pas un truc pour les geeks qui se trouvent quelque part dans un garage, c'est montrer vraiment ce qui est vrai l'informatique aux femmes en particulier, parce que c'est là qu'on a un potentiel de croissance. Est-ce qu'il pourrait y avoir une AI féminine et une AI masculine? Est-ce qu'il y aurait une différence? Est-ce que les femmes insufflent autre chose? En fait, ça dépend comment on regarde AI. Moi, ce que j'ai constaté, c'est, en fait, ils ont fait des études que est-ce que AI fait peur ou pas. Et les gens qui sont imaginés que comment on peut créer AI, ils ont dit en fait si c'est une forme féminine, c'est plus sympathique, c'est plus il y a plus d'empathie. Comme dans la vraie vie, finalement, les femmes sont beaucoup plus sympathiques que les hommes. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. C'est une blague. Je pense que... Oui, surtout. Ouais, on peut en parler, c'est un autre sujet. Oui, et en fait, je pense que c'est à cause de ça. On a tous les, par exemple, la plupart des agents des bots sont en forme des agents féminins. Alexa, Siri, Google Home, Cortana, en fait, tout ça. Et même les formes. Avant-hier, j'ai lu un article sur comment les Japonais, en fait, on a parlé aussi hier, comment les Japonais, ils ont étudié les formes physiques des robots. Et en fait, ils ont constaté que si c'est rond et si c'est plus féminin, plus fragile, ça fait pas très peur. Si c'est les formes plus petites, ça crée de la sympathie. Et du coup, moi, je pense aujourd'hui, comme on manque les ingénieurs qui travaillent sur AI, sont plus les femmes, plus les hommes. Du coup, pour les hommes, c'est plus intéressant de créer une structure féminine. Et je pense que c'est une des choses qu'on voit plus. Donc il y a deux sujets, que plus de femmes travaillent sur l'intelligence artificielle et que les robots ressemblent aussi à des femmes. Oui. Ouais. Ok. Alors, on dit souvent que l'IA va détruire de l'emploi. Le Coin, qui est l'intelligence artificielle de JP Morgan, spécialisée sur les arbitrages financiers, fait en 1 seconde ce qu'un avocat fait en 360 000 heures de travail. Je pense que ça donne à peu près un aperçu. Quels métiers resteront-ils demain ? Je sais que tu aimes bien ce sujet, Stéphane. Ça dépend de l'échelle du temps, progressivement et avec le temps, certainement pas beaucoup, pour une raison très simple. Alors d'abord, pour répondre à ces questions, il faut les analyser avec des modèles économiques. Parce qu'il y a beaucoup de spécialistes de la technologie qui utilisent des raisonnements habituels sur la technologie, mais pas économiques. Il faut toujours analyser l'offre et la demande et les gains de productivité. Cette fois-ci, dans cette révolution, contrairement aux autres, parce qu'on a toujours détruit des jobs, recréé d'autres jobs, tout était schumpeterien, avec des nouveaux jobs qu'on ne connaissait pas, etc. Sauf que cette fois-ci, on s'attaque à la dernière spécificité de l'homme au travail, on s'attaque à son intelligence, ce qui auparavant lui permettait de recréer des jobs. L'autre différence, c'est que cette fois-ci, les gains de productivité sont considérables. Coin, c'est 360 000 heures de travail d'un avocat en 1 seconde. C'est considérable. Effectivement, on va détruire des jobs comme à chaque révolution, on va en créer d'autres. La question, c'est est-ce que ce sera dans les mêmes proportions ? Si vous tuez 20% de jobs et que vous en recréez que 10%, en net, c'est 10% de moins. Il ne faut jamais oublier un truc, c'est qu'on essaie de ne pas se faire peur en disant la technologie va recréer des emplois, etc. La technologie, c'est fait pour faire disparaître le travail. On veut faire disparaître toutes les contraintes avec la technologie. Mais donc il reste quoi s'il n'y a plus de travail ? Plus grand-chose, c'est l'objectif, justement. On va devoir repenser notre rôle. En fait,
le monde est trop complexe pour l'être humain. Il y a trop d'informations, trop de connaissances, trop de choses à manipuler et à comprendre. On va progressivement donner cette complexité aux algorithmes. Ce ne sera plus le médecin qui fera votre diagnostic, ce sera l'algorithme, et c'est une très bonne nouvelle. Et on va pouvoir se concentrer sur ce sur quoi on est bon en tant qu'être humain, l'empathie, les relations, l'humour, la capacité à détecter les émotions, à vivre ensemble, etc. Est-ce que c'est assez? Puisque si c'est l'objectif. Si on ne fait plus notre travail en tant qu'avocat parce qu'une machine le fait pour nous, ou en tant qu'expert comptable parce qu'une machine le fait pour nous, c'est le cours de la vie. On libère du temps pour le consacrer à plus de loisirs et moins de travail. C'est ce qu'on fait depuis les débuts de l'humanité. Donc il faut le revenu de base universel, il faut le revenu universel, il faut repenser... La technologie, on dit qu'elle est complémentaire de l'homme, et on n'arrête pas d'insister dessus en ce moment, mais elle est complémentaire uniquement parce qu'on ne sait pas encore faire la partie que l'homme fait par la technologie. Mais c'est l'objectif. Après, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que tous les métiers, tous les profils, tous les âges, tous les sexes, etc. sont concernés en même temps. C'est plus un secteur contre un autre. Et ça doit être une bonne nouvelle pour tous parce que ça nous donne l'opportunité de recréer une société. Mais plutôt que de voir des jobs qui disparaissent... Est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Si on est tous dans le même bateau, ça doit nous rassurer. Parce que on vise plus quelqu'un, on est tous concernés en ce moment. Et surtout, donc il faut une pensée globale. Il ne faut pas avoir peur parce que détruire des jobs, ça n'est rien comparé à guérir toutes les maladies qu'on va pouvoir guérir avec ces algorithmes, aux vies qu'on va sauver avec les voitures sans chauffeur. Ça doit nous dire... On doit repenser une société où peut-être que le travail ne sera plus la norme, peut-être, c'est pas sûr. En tout cas, il faut y penser. Mais n'ayons pas peur parce qu'on va sauver des vies, guérir des maladies. C'est ça qui est important. Koen, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Je pense d'abord à très court terme qu'il n'y a aucun métier qui ne sera pas impacté par l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun métier, souvent les gens me posent la question, quel métier ne sera pas impacté, quels sont les métiers du futur? Et là, ils arrivent avec tout ce qui est autour de la créativité, des musiciens, des chefs, parce qu'ils disent l'ordinateur n'a pas de bouche. Oui, mais pas de bouche, mais il peut deviner, inventer des recettes d'une autre façon. Ils réfléchissent entre guillemets différemment. Du coup, je pense à court terme, oui, tous les métiers seront différents et ce sera pas, ils vont pas être remplacés, ils vont être assistés par l'intelligence artificielle. À terme, effectivement, comme on va de plus en plus loin avec l'exemple que je viens de donner là pour les ordinateurs qui apprennent des autres ordinateurs, évidemment, ça va aller de plus en plus vite où l'humain viendra encore un accessoire de l'ordinateur. Mais donc demain, il n'y aura plus de job chez Orange? Est-ce que vous préparez le changement? Non, mais c'est ça la vraie question. Non, la vraie question, c'est pas Orange. La question, c'est le monde. Non, je parle d'Orange, évidemment, en exemple. Mais toutes les boîtes, est-ce que les boîtes se préparent à ce changement-là? Est-ce que demain, on va supprimer la moitié des emplois? Je pense que c'est pas que les boîtes qui doivent s'adapter, c'est toute la civilisation et c'est la politique aussi qui doivent s'adapter. Et je pense qu'on est très court-termiste sur quelque chose qui va nous impacter d'une façon très fondamentale dans le long terme ou moyen terme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on aura, comme Stéphane disait, on aura plus de temps. En même temps, ça nous pourrait. Un être humain, et même un être humain est créatif et quand il a du temps, on invente d'autres choses. Mais et des mondes qu'on ne connaît pas aujourd'hui, on ne le connaît pas. C'est quoi la temporalité? C'est à court terme, à moyen terme? Dans combien d'années est-ce qu'on va voir sucrer des jobs et on va devoir inventer une nouvelle société? Ça dépend des jobs. Ouais, c'est ça. Si vous êtes radiologue, ça ira plus vite que si vous êtes microchirurgien, par exemple, ou artiste, ou acteur. Moi, Jeanne. En fait, les métiers qui sont plus répétitifs, qui sont plus les métiers. Ouais, ça serait en fait, moi, à mon avis, ça serait plus rapidement remplacé par l'intelligence artificielle parce que si on peut faire quelque chose dans un second par rapport à un moment qu'on prend une semaine de faire le reporting, tout ça, moi, à mon avis, question de rentabilité, voilà. Rentabilité. Moi, je ne suis pas très d'accord à avoir seulement faire loisir pour avoir beaucoup de temps. Mais je pense qu'on peut créé des emplois qui sont plus créatifs. Et comme Aurélie Jean disait, on a toujours besoin d'humains pour corriger les fautes en fait, de l'IA et de superviser ça. Jusqu'à un certain temps, elle le fera aussi. Mais donc, ça nous rassure un peu de dire qu'on a besoin de nous, mais pas forcément sûr. Je reviens sur ma question de départ. Face à ces énormes changements qui nous attendent, est-ce que les boîtes se préparent? Non. Ça, c'est la vraie réponse. Elles font beaucoup de bruit, elles insistent. On a vu l'IA, on fait des workshops, on emploie des consultants, etc. La réalité, c'est qu'elles se plantent complètement sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Elles sont toutes en train de faire comme Kodak. Lorsque l'appareil numérique est arrivé, Kodak, ils se sont dit, génial, les gens vont prendre plein de photos, notre métier c'est d'imprimer des photos, on va gagner plein d'argent. Ils les mettent sur les réseaux sociaux, on va imprimer. On vit une période de disruption. Dans la disruption, on veut absolument faire disparaître le monde ancien pour en recréer un nouveau. Les boîtes partent tous du principe en ce moment que leur activité continuera à exister demain et elles se demandent comment faire leur activité actuelle, peut-être différemment, mais avec de l'intelligence artificielle. Alors qu'elles devraient commencer par se dire, est-ce que notre activité sera obsolète ou pas demain? Si c'est le cas,
on pivote comme une start-up pour aller chercher la valeur ailleurs. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, on infuse de l'intelligence artificielle. Il nous reste qu'une minute, malheureusement. C'est tellement passionnant que ça passe beaucoup trop vite. J'ai très rapidement 2 questions. Tous ceux qui connaissent de très près l'IA, je ne sais plus comment on dit, Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, tirent la sonnette d'alarme et mettent en garde. Sur quoi est-ce qu'ils mettent en garde? Je pense qu'on n'a jamais été, pour le dire avec les termes de Star Wars, aussi proche de dark side de la technologie. Aujourd'hui, passer du mauvais côté, dans le sens, on va utiliser la technologie pour potentiellement détruire même l'humanité est technologiquement envisageable, très proche et très faisable. Faire des killer drones, ça existe déjà. En plus, faire des killer robots qui s'auto-réparent, et c'est pour ça qu'on a aussi peur de l'IA. Et du coup, ce qui différencie encore l'humain avec les robots ou l'intelligence artificielle un peu plus large, c'est encore un cadre de valeurs que nous avons. Quand on vit dans une société, un cadre de valeurs, et je pense que c'est quelque chose qui devient urgent, et ça commence à devenir, c'est qu'on met aussi un cadre de valeurs dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est en cours, mais qu'on dit, voilà, quelque part, il faut se protéger, et je pense que c'est ça, alerte ces gens brillants sur le fait comment il faut mettre quelque part une sorte de valeur, cadre éthique. Alors justement, je vais me faire tirer les oreilles par la régie parce qu'on n'a pas le temps, mais très rapidement. Est-ce qu'il existe une éthique de l'IA? Il y a... Non. La réponse est non. Mais si vous avez regardé en fait les courbes des frameworks de éthique pour l'IA qui sont commencés à être construits, on a vu que c'est récemment, dans les dernières années, on avait beaucoup de frameworks qui sont commencés à être prêts. Mais le problème avec les frameworks, c'est qu'on arrive très tard. En fait, donc on comprend quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut créer les bases, mais quand on a constaté un problème, c'est que c'est un peu tard. Merci infiniment à tous les 3 d'avoir participé à ce plateau. Restez avec nous, restez connectés. On se retrouve dans 10 minutes avec Charlotte Bricard qui va nous parler de la mort du CV. À tout de suite.